salut à tous, c'est Axel. Alors aujourd'hui je vais tester pour vous le Honor View 20. C'est le successeur du View 10 que j'avais déjà testé et que j'ai utilisé pendant un bail. Celui-ci je l'ai utilisé aussi au quotidien pendant au moins 2 à 3 semaines, c'est pour ça que le test est en retard, mais c'est pas dramatique, ça valait le coup je pense. L'idée c'est de faire un peu un test à l'ancienne, entre guillemets, parce que ça va durer moins longtemps, je vais essayer de rendre ça un peu plus rapide, on va passer par les specs, le design, l'ergonomie, parler de l'écran, des fonctionnalités, on va faire un petit tour de l'interface et on va se focaliser aussi sur tout ce qui est qualité photo et vidéo puisque c'est un point extrêmement important sur ce produit, comme sur beaucoup de smartphones d'ailleurs aujourd'hui. Sans oublier tout ce qui est performance et autonomie. Pas de déballage aujourd'hui parce qu'on va pas perdre de temps avec ça. Dans la boîte, vous avez une protection que j'ai utilisée au quotidien pour pas le casser, on va dire, mais là on va pas l'utiliser parce que c'est gâcher un petit peu le design de ce produit. Vous avez le chargeur fast charging bien sûr, vous avez des écouteurs si je ne me trompe pas, mais de toute façon personne n'utilise généralement les écouteurs fournis par les marques, et encore parfois ils ne sont pas dégueulasses, et puis différents, de la paperasse, et c'est à peu près tout. Ce qui est quand même bien, c'est d'avoir cette Protec, hein. Ça c'est assez sympa, chez Huawei c'est pareil, chez Honor ils font ça également, et ça fait quand même plaisir. On va regarder un petit peu les spécifications de ce produit. Assez rapidement, un écran de 6.4 pouces, c'est de l'IPS LCD, on n'a pas d'AMOLED sur ce produit. 1080 par 2310, c'est un produit qui donne 398 ppi. Il a un écran qui est, on va l'appeler que Honor appelle All View, dont on parlera un petit peu plus tard, bien entendu. Il tourne sur Android 9.0 Pie avec une interface qui s'appelle Magic UI dans sa version 2. En fait, c'est Emotion UI qui a été rebrandé d'une certaine façon, un Kirin 980. Vous avez deux versions de mémoire et deux versions de RAM associées l'une à l'autre. 128 Go avec 6 Go de RAM et 256 Go avec 8 Go de RAM. Ici, c'est la version 256 Go. C'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas d'extension de mémoire possible. Un APN qui est intéressant, c'est une double optique. Au global, on a une optique principale de 48 mégapixels, on a un flash à côté, et en frontal, on a 25 mégapixels. Je vous parlerai bien sûr de la qualité photo et vidéo un peu plus tard. Une grosse batterie de 4000 mAh, capable de charger rapidement également, et c'est un produit, je le mentionne quand même parce que c'est important, qui pèse 180 grammes. Donc, c'est pas franchement léger. Côté prix, comme il y a deux versions, on a deux prix. Donc, 128 Go, 550 €. 256 Go, 650 €, ça c'est des prix que j'ai trouvés sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description si vous avez envie de les acheter, au moins d'en acheter un. Alors on va commencer par le design. On a un avant qui est plutôt classique, avec des chanfreins, alors c'est un produit qui est en aluminium avec des chanfreins sur les côtés. Il y a un point qui est quand même important sur ce terminal, c'est qu'on a un écran qui est, ils appellent ça le All View, alors, en grosso merdo, c'est que vous n'avez pas vraiment de bordure, comme vous pouvez le constater. La seule subtilité, c'est que contrairement à certains produits où vous avez une encoche qui se trouve là-haut pour pouvoir mettre surtout l'optique frontale, là, celle-ci, elle est en haut à gauche, un peu plus discrète, juste à côté, là, vous voyez, de la barre de notif. C'est assez cool comme idée, c'est une bonne façon à mon avis d'implémenter ça, et ça rend plutôt pas mal. Après, juste en dessous, ici, ça ne se voit pas forcément très bien, peut-être en faisant ça, non, ce sera bien pire. Mais là, ici, vous avez une petite barre noire qui n'est pas vraiment gênante. Donc on va dire que la surface en frontale, vous avez quand même quasiment 99% de la surface qui est occupée par l'écran et ça c'est plutôt sympa. Par ici, vous avez également tout ce qui est sortie audio et quelques autres capteurs. Je tiens à mentionner quelque chose, même si ça ne fait pas forcément partie du design, c'est un bug que j'ai constaté, parce que pour moi c'est un dysfonctionnement, c'est que le capteur de proximité qui doit être par là, je ne sais pas comment ils l'ont intégré, mais concrètement quand vous passez un appel, eh bien, régulièrement l'écran va s'allumer, même si vous avez votre smartphone qui est bien collé à la joue. Il suffit juste de le bouger un tout petit peu, voire même parfois il est collé à la joue et il va s'allumer. Et le problème, c'est que du coup, vous allez commencer à manipuler l'interface avec votre joue. Et c'est pénible parce que vous allez peut-être tomber sur des trucs que vous ne voulez pas faire, des fausses manipulations, etc. Ça n'arrive pas tout le temps, mais à mon avis, en essayant de tout caser dans un tout petit espace ici, on se retrouve avec ce genre de problème. À mon avis, c'est ça le souci. Ici, on a le bouton on-off verrouiller, déverrouiller, le bouton de gestion du volume. Sur le haut, on a tout ce qui est jack. Donc le jack 3.5 mm est sur le dessus. Ce que j'avais mentionné dans ma vidéo de comparaison entre le View 10 et le View 20, qui n'était pas le cas sur le View 10. Et à mon avis, c'est pas une bonne idée. Mais bon, là, on a différents capteurs également. Et là, ici, on a l'USB de type C qui se trouve
en dessous avec le haut-parleur. Haut-parleur, je vais parler tout de suite, puisque je ne l'avais même pas noté dans mon test. Le haut-parleur n'est pas dégueulasse, j'ai rien de spécial à dire dessus. C'est la même qualité sonore que sur le View 10. C'est bien, sans plus. Voilà. Vous n'entendez pas les basses, il peut saturer, le volume n'est pas spécialement fort, mais ça, il fait le taf grosso merdo. Et là, vous avez le micro. Alors, moi, mon problème, pourquoi je mentionne le fait que ça me dérange d'avoir le jack en haut et l'USB ici, bah, je sais pas, vous êtes en train de regarder une vidéo ou regarder une vidéo en ayant aussi la recharge activée, bah, je suis désolé, vous avez un câble qui ressort là, un autre câble qui sort là, et c'est pas pratique. Alors quand vous avez les deux qui ressortent par en haut, enfin par en bas, généralement par en bas parce que l'USB c'est toujours en bas, bah écoutez, je trouve ça vachement plus ergonomique, en termes d'utilisation, c'est plus pratique. Bref, c'est un détail, mais c'est un peu dommage, et sur la gauche ici, vous avez le tiroir qui permet d'accéder à la SIM. Alors bien sûr, vous n'avez pas pu le louper, mais on a un arrière qui est un petit peu funky. Ça a l'air d'être la grosse tendance en ce moment, c'est-à-dire aluminium devant, encoche ou pas encoche, mais similaire. Et puis à l'arrière, on se lâche un petit peu sur les couleurs, avec différentes couches de verre, blablabla. Tout ce délire-là. Alors, moyennant quoi, voilà, moi de base, je ne suis pas forcément fan de ce genre d'approche. Mais ça permet malgré tout de distinguer un petit peu les designs, et là sur celui-ci je trouve que c'est assez bien implémenté. Je l'avais vu aussi dans la version rouge, parce que là vous l'avez vu, c'est la version bleue et ça rend encore mieux. La version noire est un peu plus soft du coup, mais c'est assez classe. Donc bref, ça c'est vraiment pour une question de préférence. Ça fait des petits V comme ça, voilà, il y a plusieurs couches de verre. Et puis à l'arrière on a le petit logo AI Vision, vous allez le voir tout à l'heure dans l'interface, hein, c'est des fonctionnalités liées à tout ce qui est intelligence artificielle. On a le scanner d'empreinte digitale ici, on a les deux optiques, le flash, le logo Honor qui est d'ailleurs le nouveau logo de Honor, mais c'est juste un changement de typo si je dis pas de conneries. Et puis vous le voyez ici, toutes les phases ici et ici, tous ces aspects sur le côté sont incurvés. Donc un peu à la manière de ce que fait Samsung et plein d'autres constructeurs. Très concrètement, quand on regarde le produit par en dessous comme ça, avec l'aluminium, l'incurvé ici en verre, etc., il n'a rien de particulier en termes de design. Il reprend vraiment ce que font la grande majorité des constructeurs aujourd'hui. Il y a juste ce petit effet à l'arrière qui ajoute un petit plus, on va dire, et le design avec la caméra frontale qui est dans un coin plus que dans une encoche. Voilà, c'est les éléments de différenciation, on va dire, design de ce produit. Côté ergonomie, c'est un produit qui est quand même pas petit, c'est un produit avec un écran de 6.4 pouces, mais comme l'écran prend la grande majorité de l'espace, du design, du form factor, ça fait que ça passe assez bien finalement. Il n'est pas trop large. Bon voilà, moi j'ai pas forcément des petites mains, mais vous voyez, je le manipule bien. Mon index arrive directement sur le scanner d'empreinte digitale. Alors moi je préférais sur le View 10 le scanner d'empreinte digitale qui était à l'avant ici, parce que quand vous avez le smartphone posé sur une table éteint et que vous voulez déverrouiller, bah, j'avais juste à poser mon doigt là et je pouvais regarder, je sais pas, mes notifications, etc. ou autre chose. Là, je suis obligé de le prendre et de poser mon doigt. Bon, ça va vite, il fonctionne bien, vous l'avez vu, c'est pas dramatique, et puis c'est une implémentation qui est vraiment classique, donc c'est pas très grave. C'est un produit qui est quand même assez haut, hein, je veux dire, quand vous manipulez l'interface, bah, pour aller chercher le tiroir des notifications, bah, faut y aller, quoi. Mais bon, c'est un coup de main, et c'est habituel, je pense qu'on a pris tous l'habitude d'utiliser des écrans de grande taille, et c'est pas forcément un problème. Maintenant, il y a un autre point que je souhaitais mentionner, c'est que moi, sur ce produit, j'ai choisi d'activer la fonctionnalité de manipulation de l'interface, vous l'avez peut-être vu un petit peu, qui se fait de manière tactile avec des gestes. Alors c'est un choix que j'ai fait pour différentes raisons. J'aime bien toujours tester les nouveaux systèmes de navigation qui sont proposés par les constructeurs. Et en l'occurrence, ici, c'est pas trop mal, et on verra ça quand je parlerai des fonctionnalités. Pourquoi je le mentionne ici avec l'ergonomie? C'est parce que tout simplement, ça va vachement influencer votre façon de gérer le produit. Pour une raison simple, c'est notamment tout ce qui est suivant et précédent. Par exemple, avec ce mode tactile, je peux faire back en étant à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou je peux faire suivant en étant comme ça. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire quand vous avez la barre tactile qui est en bas. Le back, le retour, il est toujours en bas, à gauche, ou à droite éventuellement, mais là c'est intéressant. Donc voilà, c'était juste un point que je souhaitais mentionner, je vous montrerai un peu comment ça marche un tout petit peu plus tard. Après, avec l'arrière en verre, ça accroche généralement assez bien les doigts, ça dépend bien sûr si vos doigts sont gras, secs ou pas.
Mais les chanfreins sur les côtés avec l'aluminium, il est assez fin. Du coup, quand vous l'agrippez, bon, il ne glisse pas, hein, vous le tenez bien, il tient bien en main, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est un des avantages du verre à l'arrière, contrairement à par exemple de l'alu brossé. C'est assez agréable là-dessus, ça tient bien, vous n'avez pas de souci par rapport à ça. Bon, et si on enchaînait du coup avec l'écran. Alors comme je vous disais, on a un écran 6.4 pouces. Très franchement, j'aurais aimé bien sûr de la MOLED, parce que c'est un petit peu, je le dis à chaque fois, j'aime bien la MOLED. Mais à proprement parler, c'est pas un mauvais écran. On a quand même quasiment 400 ppi, donc on a la densité de pixels qu'on apprécie, il n'y a pas de problème. Les couleurs sont relativement fiables. Il tire un petit peu vers le bleu, il a tendance à faire ça. Maintenant, dans les paramètres, vous pouvez ajuster ça. Donc on regardera un petit peu tout à l'heure les paramètres. Il y a un autre truc qu'on peut d'ailleurs ajuster également dans les paramètres, c'est tout ce qui est définition de l'écran à la volée. Vous pouvez faire ce genre de choses. Mais sinon, global, c'est un bel affichage. Bon, j'ai remis la protection sur l'arrière du terminal pour pouvoir le manipuler sans qu'il glisse trop sur la table. C'est parfait. C'est pour ça que vous voyez les petits effets autour. D'ailleurs, voilà, quand on le met, forcément, ça le rend un tout petit peu plus large. Mais à la fois, le grip est meilleur puisque c'est du caoutchouc, donc silicone ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est un choix à faire. Moi, j'ai choisi de le faire. D'ailleurs, voilà, vous voyez, ça rend comme ça avec la protection. C'est pas si mal. On est sous Android Pie avec donc Magic UI 2 qui en fait c'est Emotion UI mais qui a été, si vous voulez, rebrandé avec quelques ajouts dans l'interface. Et on va faire un tour un petit peu complet de l'interface, comme ça vous pourrez voir ça. Tout ce qui est accueil, rien à dire. Classique, vous avez différents écrans. Là, on a le menu qui s'affiche comme ça. Il me semble dans les paramètres qu'on peut changer si, on peut choisir si ça existe ou pas, ou si tout est intégré sur les écrans d'accueil. Moi, j'ai choisi de le mettre comme ça, je trouve ça un peu plus sympa. Tiroir des notifications, bien sûr, qui s'étend avec différentes fonctionnalités qui vont s'afficher, la lampe torche, le Bluetooth, Huawei Share, capture d'écran confort des yeux, donc qui permet le soir de le rendre un peu plus jaune. D'ailleurs, là, il était activé. Je vais le laisser activer parce que la balance des blancs est faite dans ce sens-là, donc normalement, ça ne devrait pas être dégueulasse. Mais bon, sachez-le. Capture vidéo d'écran, c'est pour enregistrer, etc. Toutes ces petites fonctionnalités qu'on retrouvait déjà sur le View 10. Pour composer un numéro, c'est plutôt simple. Et vous commencez votre numéro, vous avez des contacts qui s'affichent, vous les sélectionnez. Vous avez la possibilité, quand vous recevez des appels, de numéros indésirables, de les mettre dans les spams, etc. etc. Vraiment, c'est grand classique par rapport à ça. L'interface est jolie, très claire. Pas de souci, vous avez des favoris, l'accès aux contacts. Je ne vais pas vous les montrer là parce que c'est mes vrais contacts puisque je disais au quotidien. Mais bon, voilà, ça marche vraiment très bien. Et les contacts, ça ressemble à ça, avec les avatars sur le côté, etc. Au niveau des messages, ça ressemble à ça. Pareil, avatar sur le côté, le contact. Et quand on rentre dans une conversation, on a des bulles. On peut ouvrir là, taper du texte. Là, moi, j'utilise SwiftKey, mais vous avez d'autres claviers. SwiftKey, normalement, est préinstallé. Et bien sûr, vous pouvez en installer d'autres. Alors, il y a un point important à noter. Je ne sais pas si vous l'aurez aussi sur ce produit. Je sais que parfois, c'est classique Android. Mais moi, j'ai eu des gros soucis de lag sur le clavier. Quand je dis lag, c'est de la latence concrètement quand vous tapez et que les vibrations sont activées. Et en fait, j'ai lu sur Internet qu'apparemment, c'était commun sous Android. J'ai testé, c'est valable dans tous les claviers. Donc à partir du moment où vous tapez, vous avez mis les vibrations en marche. Peut-être qu'il y a certains niveaux de vibration qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais en gros, de temps en temps, je sais pas, ça va s'emballer un petit peu et puis ça va zapper quelques lettres. Et en fait, c'est totalement insupportable. Donc moi, pour que ça fonctionne, j'ai désactivé les vibrations et ça marche nickel maintenant. C'est à noter, je ne sais pas si vous l'aurez sur votre smartphone, mais moi en tout cas, je l'ai sur celui-là. Du coup, sinon, je ne vous ai pas montré comment ça se passait pour les interactions tactiles. Vous l'avez un petit peu vu quand je l'ai manipulé, mais là, par exemple, je suis rentré dans une conversation, je fais retour et ça a fait retour. Retour, c'est l'équivalent ici de fermer là le clavier et revenir un coup en arrière. Si je fais ça, ça va retourner à l'accueil. Si je fais ça et que je reste appuyé, ça me fait le multitâche. Ça me permet d'afficher l'écran minimisé quand vous voulez faire du une main un peu plus facile. Ça, c'est OK Google. Bon, voilà, grosso modo, c'est ça. Et ça marche assez bien, je vous le disais. Vous pouvez faire back en haut, en bas, suivant ici de ce côté-là aussi. Le multitâche, il nécessite, vous voyez, de temporiser un petit peu, faire toc. Donc, c'est un petit peu plus lent que si vous le faisiez directement sur les boutons multitâche ici. Mais très franchement, c'est pas si mal.
Et puis ça, vous pouvez aller désactiver dans les paramètres. On regardera un petit peu les paramètres plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener un petit peu dans les paramètres et voir un petit peu ce qui est proposé, tout simplement. Je vais baisser un poil la luminosité, ça devrait être un petit peu mieux niveau lisibilité. Donc sans filet réseau, rien de particulier à mentionner ici. Vous avez la gestion du Wi-Fi bien sûr, les données, partage de connexion internet. Pas de souci par rapport à ça. Les paramètres sont assez bien faits, hein. Vous pouvez faire de la recherche, vous avez des suggestions, etc. C'est assez propre. Le Bluetooth, tout ce qui est NFC, Huawei Beam et Huawei Share ici. L'impression connectée par là. Écran d'accueil et fond d'écran pour mettre le déverrouillage, choisir votre déverrouillage. Vous avez toujours le déverrouillage magazine où vous avez des photos qui défilent, etc. Il y a d'ailleurs une sorte de bug, je ne vais pas vous en parler là, mais j'ai voulu changer les photos, mettre mes propres photos. Normalement, c'est possible dans le déverrouillage magazine. Déverrouillage magazine, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous allumez votre écran unlock, juste pour regarder l'heure par exemple, ça va changer la photo et ça fait une rotation et c'est assez sympa. Et quand vous personnalisez les photos, moi je trouve ça assez sympa. Et là, ici, j'ai pas réussi à le faire, ça marchait pas, alors que sur le ViewD ça marchait. C'est un détail, on s'en fout un petit peu. Puis après, vous pouvez choisir, il y a des thèmes, il y a un système de thèmes chez Honor et chez Huawei. Vous pouvez faire ça, mettre une signature sur l'écran verrouillé, ce genre de choses. Au niveau de l'affichage, luminosité ici, avec ajustement automatique à choisir là. Vous voyez l'ajustement automatique, il n'est pas présent dans la barre de notif. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est standard Android comme ça ou pas. Mais là, c'est plus, c'est moins et il n'y a pas automatique disponible. Il faut le faire dans les paramètres là. Mode et température de couleur, donc vous avez le mode normal ou le mode vif. Là, je l'ai mis en mode vif, c'est le mode par défaut qui est sélectionné. Vous pouvez changer la température. Comme je disais, je le trouve un poil bleu. Si vous voulez changer ça, vous pouvez le faire. La veille, confort des yeux, est-ce qu'il est activé ou pas? Et vous pouvez régler ça. Est-ce que c'est programmé ou pas ou en permanence? Taille de police. Et là, la résolution de l'écran. Donc, résolution intelligente et cochée par défaut. Réduit automatiquement la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez passer en mode manuel et le changer et choisir si vous voulez être en Full HD+, ici ou en HD+, etc., etc. Moi, je le laisse comme ça. Je ne me prends pas la tête et ça marche plutôt pas mal. Dans plus de paramètres d'affichage, vous avez affichage en mode plein écran que vous pouvez imposer si ça ne fonctionne pas forcément très bien dans certaines applications, parce que les applications référencées ici ne sont pas forcément optimisées pour un affichage plein écran. Il y en a pas mal qui le sont aujourd'hui, mais certaines ne le sont pas. Donc quand vous ouvrez une application qui n'est pas optimisée, vous aurez une option qui vous permet de forcer l'affichage en plein écran, et généralement ça marche bien. Juste un truc à noter, c'est quand même, comme on est en full screen avec des bords arrondis ici, notamment par exemple sur le clavier ici on le voit, les boutons dans les coins ils sont un peu rognés, donc c'est pas gênant, ça n'empêche pas le fonctionnement, mais il y a peut-être des applications dans lesquelles ça sera un petit peu compliqué. On a une option en coche, on peut soit laisser comme c'est actuellement. Si ça vous gêne de voir le petit rond en haut à gauche, vous pouvez toujours faire ça. Voilà, c'est un choix. Et du coup, si vous faites ça, vous avez la barre qui devient noire finalement et ça permet juste de cacher le petit rond qu'il y a là-bas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça ne me dérange pas spécialement. Par contre, quand on fait ça, bien sûr, toute la partie au-dessus, c'est de la partie de notification, enfin de barre d'état. Donc, le full screen, il se fera juste sur cette partie-là. C'est un choix à faire, moi je l'ai laissé comme ça ne me dérange pas. Et éventuellement, s'il y a des applications avec lesquelles l'encoche, entre guillemets, qui est en haut là-haut pose problème, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez, je ne sais pas, montrer l'encoche, dissimuler l'encoche, etc. On peut choisir de cacher le nom de l'opérateur, ce qui est d'ailleurs une bonne idée, ce que je vais faire tout de suite, et afficher la vitesse de connexion au réseau. Rien de spécial dans tout ce qui est son. Vous avez du dual SIM, hein, je ne l'ai pas mentionné, c'est un truc que peu de personnes finalement quand même utilisent en France, j'ai un peu l'impression. Dites-moi si je me trompe. Et à chaque fois, bon, on en parle, mais moi, je n'ai jamais utilisé ce genre de choses, mais ça peut être pratique. En effet, la gestion des notifications, on ne va pas s'éterniser là-dessus. La gestion de vos applications, vous avez la liste de toutes vos apps. Gestion des autorisations, bien entendu, classique. Et intéressant, tout ce qui est applications jumelles. Alors, vous ne pouvez pas le faire pour toutes les applications. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est que Facebook Messenger, donc Facebook Messenger et WhatsApp. Mais ça permet de créer une application clone, ils appellent ça une application jumelle par exemple de Facebook, avec pas du tout les mêmes paramètres et pour avoir deux comptes en parallèle. Et finalement, bon, aujourd'hui il y a de plus en plus d'applications type Twitter, Instagram, etc. qui font du multi-compte.
Donc c'est pas nécessaire, d'ailleurs là vous voyez c'est pas proposé, mais WhatsApp ça peut être intéressant, Facebook également, donc voilà ça c'est proposé ici. La gestion de la batterie ici avec optimiser la consommation d'énergie, ça va vous dire quelles applications consomment le plus et vous pouvez optimiser. Là moi je vais pas le faire parce que c'est pas nécessaire. Pour information, voilà moi ce produit il a 38% d'autonomie ici. Je ne vais pas parler d'autonomie maintenant, mais bon, je vais un peu spoiler le résultat, mais il a une superbe autonomie et je ne l'ai pas rechargé cette nuit. La dernière fois que je l'ai rechargé, c'était avant-hier soir, toute la nuit. Enfin bref, c'est pas mal. Et là, il y a des modes de performance, notamment le mode de gestion d'alimentation ultra qui est assez violent et qui vous permet, par exemple, avec 40% d'autonomie, d'obtenir encore 50 heures. Bien sûr, dans un en veille, hein. Attention, hein, c'est pas forcément actif. Mais concrètement, moi j'ai fait à peu près le calcul, mais si vous êtes à 100% et que vous êtes en mode ultra, vous partez en voyage, je sais pas, dans la Pampa, vous pouvez avoir 4 jours d'autonomie sans problème. Après, vous avez des fonctions un peu limitées, mais franchement, ça marche vraiment très très bien. Donc ça, c'est plutôt chouette et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Le stockage, avec, comme je vous disais, 256 Go, vous en avez un petit peu d'utilisé par le système. Pas vraiment, hein. Au final, ça a l'air d'être assez clean. Il ne se moque pas trop de nous si je dis pas de conneries. Fichiers audio, documents, tout ça c'est à moi. 16 Go d'application, bon, c'est pas rien. Et 18 Go de vidéo et 5 Go de... Ouais, non, c'est ça. Et 256 Go, ça commence à faire sérieux. Et ça vraiment, ça m'intéresse. Par contre, vous ne pouvez pas étendre la mémoire. C'est un choix. Même 128 Go, hein, 550 €, moi je trouve que ça reste un bon choix également. 256, vous êtes à l'aise. Mais bien sûr, tout est lié aussi au fait que maintenant, sur vos smartphones, vous allez pouvoir filmer en 4K sans aucun problème. Ça prend énormément de place très rapidement. Donc c'est aussi normal, la mémoire s'adapte. Mais si vous filmez en Full HD, franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez une fonction intéressante qui s'appelle équilibre digital. Alors bon, je ne sais pas si c'est dans Android Pie par défaut, je vous avoue, là je suis un peu largué dans les versions d'Android, je ne sais pas, hein, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas équilibre digital, ça permet de surveiller un petit peu combien de temps vous utilisez tel et tel type de fonctionnalité, combien de temps d'écran vous avez tous les jours, etc. Avec la répartition sur 7 derniers jours aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis là par exemple? Voilà, il me dit que j'ai passé 4h50 sur cette application, sérieux, 3 heures sur YouTube, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Déverrouillage, 319 déverrouillages, etc. Ah oui, mais ça c'est les 7 derniers jours, ouais, c'est jouable. Donc c'est vachement intéressant comme application au final. Attendez, vous avez vu, fréquence de déverrouillage, une fois toutes les 27 minutes. C'est vachement intéressant comme stat ça. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait beaucoup, une fois toutes les 27 minutes, mais je pense qu'il y a des gens, c'est une fois toutes les 5 minutes. D'ailleurs, si vous avez accès, vous, sur votre smartphone à ce genre de stats, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez, je trouve ça intéressant. Sécurité et confidentialité. On a ici la gestion de l'empreinte digitale, du scanner d'empreinte digitale, du moins, donc gestion des empreintes digitales. On peut en rajouter, je ne vais pas le faire là. Le scanner d'empreinte digitale, il marche bien, vous l'avez vu tout à l'heure. Vous pouvez choisir, est-ce qu'il permet également de prendre des appels, d'annuler les alarmes, prendre des photos, par exemple en selfie, ça peut être pratique. Est-ce que vous voulez afficher le panneau des notifs en rabaissant comme ça? Est-ce que vous voulez switcher sur le côté pour visionner vos photos? Bon, c'est des trucs qu'on avait déjà vu sur d'autres produits et ça c'est plutôt intéressant sur celui-ci également. Reconnaissance faciale, le mode de déverrouillage, moi j'ai mis par défaut un code à la con. Verrouillage des applications, un espace privé que vous pouvez créer également et le coffre-fort. Ça c'est des trucs classiques qu'on retrouvait déjà dans Emotion UI, sur le View 10 notamment. Assistance intelligente avec des options d'accessibilité. On a iTouch, que j'ai même pas testé pour une raison simple, c'est que je m'en fous un petit peu, mais qu'est-ce que ça permet de faire? C'est vous gardez 2 doigts attachés sur une photo, enfin 2 doigts posés sur une photo, par exemple d'un produit, ça va vous dire de quoi il s'agit, où est-ce que vous pouvez l'acheter. Alors pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que c'est tout simplement du business model hein, de la part de Honor, c'est une façon de faire du cash parce qu'ils doivent toucher un pourcentage sur les ventes, etc. Moi je m'en fous, hein, chacun fait ce qu'il veut, et ben moi j'ai le droit de ne pas utiliser cette fonctionnalité. D'ailleurs je vais la désactiver parce que parfois ça arrive d'appuyer à 2 doigts quelque part et hop, ça vous met cette option à la con devant les yeux, vous dites mais qu'est-ce qui t'arrive Coco? Donc voilà, là je l'ai désactivé, je serai tranquille. Interface de navigation à une main qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et commande vocale, prévention, contact non voulu, évite toute action externe sur un client. Bon, ok, soit. Et allumage extension programmée. Compte utilisateur, Google, système ici.
Rien de spécial. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment cool, bon, les options pour dev, ça c'est classique. Il y a le mode simple également que vous pouvez activer hein, si ça vous intéresse. Mais bon, achetez pas un smartphone à 550 €, c'est pour activer le mode simple. Et puis par contre, Phone Clone qui était vachement intéressant. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis passé d'un View 10 à un View 20 et j'ai utilisé cette application Phone Clone qui est préinstallée en natif là-dedans et que vous pouvez installer après sur le smartphone émetteur, on va dire, source via le Play Store et vous faites un transfert intégral du smartphone. C'est un truc assez violent, ça prend un peu de temps, ça se passe en Wi-Fi et ça va vous transférer tout. Il y a quelques applications que j'ai dû remettre mes logins, mais la plupart des trucs, ça a marché nickel. Tout était configuré comme si c'était le même smartphone. Et j'ai trouvé ça presque flippant, donc bon, c'est pratique, c'est flippant mais pratique. Bon, on a passé tous les paramètres, c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit peu dans le menu là. Gestion du téléphone, assez classique, vous connaissez ça, l'optimisation, interception des appels, c'est plutôt pas trop mal. Là, vous voyez, j'avais des spams, il les a interceptés, il a dit non, c'est mort, tu passes pas. Dans les appels, il ne me l'a pas mis. Et d'ailleurs, moi, je me tape quelques appels de Tunisie en ce moment avec, il me bip, il m'appelle deux fois, enfin, ça fait une sonnette, une sonnerie, et puis ça raccroche. Et lui, il les intercepte pas, donc c'est un peu con, mais je les mets dans mes spams et ça passe. Suivi des données consommées, bon, rien de spécial, nettoyage ici, avec espace de stockage, machin, tous ces trucs-là qu'on a vus. Ça permet vraiment d'avoir l'intégralité des informations sur comment vous utilisez votre smartphone, comment vous pouvez optimiser les choses. Honnêtement, c'est propre, vous pouvez contrôler les bulles de notification, voilà. C'est propre, c'est classique, mais ça marche bien entendu. Alors ensuite, après, tout ce qui est agenda, par exemple, là, voilà, ça ressemble à ça l'interface, c'est plutôt bien. Vous avez l'agenda Google par défaut. Alors moi, je ne sais plus exactement ce que j'ai installé de ce qui était déjà installé, donc on va faire un tour, mais très rapide. Hein. Pour les emails, vous avez un client email. Moi, j'utilise Gmail, donc j'utilise l'application Gmail par défaut. Je ne l'ai même pas configuré. J'imagine que l'interface est très bien, mais tout ça, ça n'a pas beaucoup bougé ces derniers temps. Vous avez un gestionnaire de fichiers qui est propre également. iCare, qui est l'application un petit peu de SAV de Honor dont j'ai pas donné les autorisations parce que ça ne m'intéressait pas. Vous avez le magasin en ligne pour faire des achats, mais il y a aussi un gestionnaire d'applications, je ne sais plus où il est. Je ne sais plus si c'était celui-là ou un autre, où vous pouvez aller chercher les thèmes, etc. Bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Moi, j'ai plein de trucs là-dedans, vous voyez, c'est un peu le bordel. Mais comme il y a de la mémoire, vous pouvez y aller niveau application, vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Apparemment, il y a un système intégré pour pouvoir payer. Bon, c'est ce genre de truc que je configure pas, mais il y a Huawei Pay, voilà, qui est disponible sur le produit. Bon, finalement, le gros des fonctionnalités, vous voyez, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans l'interface, il n'est pas dans les différentes petites fonctionnalités qu'on a dans les paramètres. Je veux dire, il y a des trucs sympas, mais comme d'habitude, depuis un certain temps déjà, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Les grosses innovations, elles sont apportées à chaque fois dans l'appareil photo. Alors je ne dis pas qu'en coulisses, on n'a pas des trucs intéressants qui permettent par exemple d'avoir plus de performance ou d'optimiser l'autonomie, mais en l'occurrence ici, ce qui nous intéresse, c'est l'APN. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur ce produit? On va aller voir ici. Déjà, le premier truc, c'est que vous avez deux modes. Vous avez le mode Ultra Clarté IA, donc intelligence artificielle, et le mode 48 mégapixels tout court. Après, vous avez 12 mégas, 9 et 7. Ici, donc, ça vous permet d'avoir un mode qui est un peu plus on va dire, dans l'automatisme avec l'utilisation de ce système d'intelligence artificielle qui vous permet de détecter mieux la scène, de choisir vraiment à la perfection les réglages et de vous proposer normalement un cliché qui est plus clair, qui est plus net, précis, etc. Dans les faits, c'est pas tout à fait faux, même si franchement, la différence pour moi, elle n'est pas flagrante. Mais le résultat, dans tous les cas, est plutôt bon et on regardera un petit peu des clichés juste après, bien entendu. Là, il y a le mode intelligence artificielle qui est coché, donc qui est cette espèce de mode automatique qui va aller détecter les scènes, etc., optimiser les choses. Donc on regardera un petit peu à quoi ça ressemble. Image dynamique, ce qui permet d'avoir la photo, enfin une petite animation, voilà, quand vous prenez votre photo, vraiment, c'est comme live picture, ou je ne sais plus comment ça s'appelle chez Apple, c'est un petit nom. L'activation du flash, et puis cette icône, et c'est marrant parce que cette icône, elle me fait penser à Bixby, et je me demande si c'est même pas d'ailleurs l'icône de Bixby, parce qu'en fait c'est une fonctionnalité très similaire,
Donc, à savoir que ça sert à rien. Donc, hein, je ne veux pas être un peu vache, mais sincèrement, c'est vraiment pas intéressant. Donc, bon, voilà, ça vous permet. Qu'est-ce que je peux photographier? Bah, attendez, ça peut être intéressant, ça, voilà, super. Vous passez votre... vous voyez pas, c'est génial. Voilà, là, je le prends en photo. Et puis, il a détecté, puis il va me donner des liens pour pouvoir l'acheter. Et puis Honor fait du cash quand je l'achète. Voilà, je le dis parce que c'est certain, je vois pas l'intérêt de proposer ce genre de fonction. Et qui ferait ça? Je pense qu'il n'y a personne qui utilise ces fonctionnalités, très franchement. Là, identifier. Et tu peux me dire, je sais pas, c'est un Rubik's Cube. Tu identifies quelque chose? Hein? Non? Allô? Bon, on va pas se faire... hein, pas s'ennuyer avec ça. Par contre, traduction, c'est intéressant. Donc ça vous permet d'avoir une traduction visuelle en temps réel. Donc là, il est en train de faire un peu n'importe quoi. Mais vous mettez un texte et vous allez visuellement pouvoir le traduire. Si j'ai testé, ça marche et vous avez un lecteur de QR code. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, voilà, c'est des petites fonctions qui servent pas à grand chose à part pour la traduction. Et éventuellement, le QR code, c'est intégré, c'est bien. Alors, tout ce qui est vidéo, ça se passe comme ça. Le switch se fait ici. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, bien sûr, ce fameux ce mode d'embellissement. Et il l'appelle niveau de qualité. Donc, plus vous avancez, plus vous avez l'air d'un alien. Par défaut, 0, c'est pas vraiment 0. Et ça m'ennuie. Parce que je l'ai constaté, après je peux me planter, mais quand je prends des photos, notamment avec la caméra frontale, j'essaie de tout désactiver. Et si vous passez pas en mode pro, qui permet pas d'ailleurs d'utiliser la caméra frontale, vous aurez la peau un peu lissée, les lèvres un peu, je sais pas, je prenais une photo de ma fille, elle avait l'air toute blanche avec les lèvres rouges. Non, je suis désolé, ça me va pas quoi. Donc voilà, c'est des trucs comme ça a tendance à vraiment m'énerver. Et la mise en forme, j'ai jamais testé, mais vu l'icône, ça a l'air d'amincir les gens. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez des kilos à perdre, vous n'avez plus besoin. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas testé ça. Et quelques effets que vous avez là, voilà, des filtres en vidéo, plutôt intéressant éventuellement. Photo, ça c'est le mode ici. Ensuite, un mode portrait, où là, ça va bien détecter les visages et s'adapter, etc. Donc là, en mode portrait, vous avez pareil, niveau de qualité et ce qu'ils appellent mise en forme. Donc ça, c'est pareil à mon avis. On peut tester vite fait, parce que c'est vrai que ça fait partie des trucs que j'avais testé en mode selfie. Et vous voyez, là, j'ai pas la mise en forme. Là, il veut pas réduire la largeur de mon visage. Donc, bon, tant pis. Et là, vous pouvez simuler un éclairage. Voilà, c'est des trucs un peu bizarres. Alors, je sais pas si on peut le voir. Non, on le voit pas là. Mais ça simule une sorte d'éclairage pour donner un petit effet à vos photos. C'est un peu basique, c'est pas forcément très intéressant. Et ça, c'est quoi? C'est l'effet bokeh. Voilà, vous pouvez avoir forcé un effet bokeh un petit peu violent. Toutes ces fonctionnalités de photo, beauté, bokeh un peu avec des petits cœurs, machin, c'est tous des trucs qu'on trouve souvent sur les smartphones chinois. Et ça a tendance à me gaver. Mais après, derrière, on a quand même beaucoup de fonctionnalités liées à la photo qui sont assez sympas. Donc là, par exemple, cliché nocturne. Ça marche très très bien, ça prend plusieurs photos avec plein de différents réglages. C'est l'exposition et je pense qu'il y a des réglages ISO, etc. Je ne sais pas exactement. Et ça les assemble et ça vous fait un truc assez mortel. Il ne faut pas trop bouger, mais comme il y a une stabilisation, ça marche assez bien. Objectif AR. Donc ça, c'est un peu les fonctionnalités un peu spéciales. Voilà, j'ouvre la bouche. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça. Mais c'est assez marrant quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous voyez? Donc ça ressemble à ça. On va laisser comme ça, c'est plus sympa, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça là. Voilà. Donc, bon. Très bien. Plein de petites choses comme ça. Si vous voulez vous mettre. Bon, vous voyez pas très bien, mais c'est un petit peu compliqué de vous le montrer. C'est des gadgets et c'est. En l'occurrence, c'est assez inutile. Je pense que vous amusez 5 minutes avec et c'est bon. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas en tant que tel la fonctionnalité et pas. C'est du divertissement, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, je pense que c'est pas au constructeur de proposer ce genre de choses, c'est à toutes les applications qui sont sur le marché de le proposer et de le faire 100 fois mieux. Des Instagram, des Snapchat, etc. Ça le fait bien mieux. Donc bref, voilà.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. Ouais, bah alors après, on peut parler un petit peu du coup de la qualité photo et vidéo. Bon, concrètement, j'ai eu la chance d'aller à la montagne là, il y a quelques jours et du coup, j'ai pris de belles photos là-bas. Ça me permet de tester différentes choses, notamment en bonnes conditions de lumière, parce il a fait très beau certains jours, donc ça c'est parfait. Et puis d'autres moments un peu plus sombres. Grosso modo, moi, ce que j'ai quand même constaté, c'est qu'on arrive à avoir des clichés avec des couleurs vraiment réalistes, une bonne précision de l'image, une belle netteté. C'est vraiment intéressant. Un mode HDR qui est efficace et qui est équilibré. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Ce que j'aime aussi, c'est la façon de gérer de nuit. Et le mode nocturne, honnêtement, je trouve qu'il bosse assez bien. Donc là, je ne suis pas avec le mode nocturne activé. Pardon. C'est juste le mode automatique, classique. J'ai pris une photo de pas à ma fenêtre. Et voilà, la lumière est un peu jaune, mais c'est les éclairages qui sont comme ça, donc ça c'est normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Puis ça, c'est avec le mode nocturne. On voit pas trop la différence, on voit il y a quelques halos qui apparaissent. Moi, ça me dérange pas, peut-être que ça peut vous déranger, mais ça c'est bon, c'est une lumière, je pense que c'est normal qu'on ait ce genre de conneries. Mais par contre, vous voyez, bon, on n'a pas énormément de détails, mais quand même, il fait nuit. Je suis à la main comme ça avec mon smartphone et je peux voir un petit peu les feuilles du buisson qu'il y a là. C'est assez propre quand même, il faut bien le reconnaître, c'est pas mal du tout. Moi je trouve que ça, et voilà, Honor fait du bon taf par rapport à ça. Par exemple ici, j'ai pris une photo et j'ai appuyé avec le doigt sur, là il y a un sapin, je ne sais pas si vous voyez bien. Et du coup, bah, ça m'a fait le focus ici, mais avec un léger effet bokeh derrière. Tout est très bien. La distinction entre les éléments de premier plan et second plan et d'arrière-plan, c'est très bien fait. Et franchement, c'est une très jolie photo. Donc voilà, c'est ce genre de truc, ça marche plutôt bien. Et puis là, pareil, sur une photo comme ça, alors vous voyez pas forcément très bien, mais je vais zoomer. Et vous voyez le ciel, on voit bien les nuages. Alors que vous voyez, il faisait pas il faisait assez sombre. Tout au fond, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Tout au fond, on voit bien les montagnes avec quelques détails. On a bien les différents points de lumière dans le fond de la vallée, là, alors que c'est pas juste à côté. Et franchement, quand vous dézoomez, voilà, c'est assez loin, hein, mais c'est très bien niveau gestion des couleurs. Sur le côté, on a quand même les détails au niveau des arbres, etc. Bref, je veux dire, ça crée en une petite seconde comme ça, en mode automatique, je trouve que avec des scènes qui ne sont pas forcément simples à gérer, hein, là on a quand même du très sombre et du très clair, ça nous pond un truc qui est vraiment propre. C'est vraiment propre. Exemple ici, on est à la montagne, c'est très blanc, ça peut être un peu surexposé, etc. Non, là c'est bien géré, on voit bien tous les détails, c'est propre. Le ciel se voit bien, bon, il n'y a pas de souci. Un truc que je ne peux pas vous montrer là, parce que j'ai pris des gens de ma famille en photo et j'ai pas forcément envie de vous les montrer, mais c'est que il y a un effet quand même de lissage de la peau automatique sur tout le temps. Et à part si vous passez en mode pro, vous l'aurez. Et ça m'emmerde parce que ça change l'aspect des gens et je trouve ça complètement hallucinant de vouloir faire ça. Comment dire, pas volontairement, c'est-à-dire le proposer par défaut sans vous donner le choix, je trouve ça quand même dommage. Bon, et puis une autre photo que je trouvais intéressante, donc bon là j'ai un peu zoomé là pour qu'on voit moins les gens, mais là j'étais un peu plus reculé, donc voilà, là vous voyez la neige, elle est un peu plus grise, un peu plus sombre, je sais pas, j'imagine que c'était plus adapté à la détection de scène. Et puis ça c'est la même photo, enfin c'est une deuxième photo capturée un peu plus proche, où là en fait on a l'impression limite, bon là je peux vous la montrer, mais qu'il y a un flash ou quoi et sur l'image parce que ça a vachement éclairci, mais sans gâcher forcément le cliché. Je trouve que c'est assez bien équilibré et ça marche plutôt pas mal quoi. Là, pareil, des couleurs vives, ça ressort bien. Bon là c'est sur l'écran aussi, mais j'ai testé sur ordinateur, ça passe assez bien. On a pas mal de détails, c'est pas mal du tout. Alors quand même une question que je me posais, c'est j'ai l'impression que parfois quand vous êtes en mode peut-être avec une seule personne comme ça, vous allez avoir une espèce de mode, comment dire, vignette qui va s'activer tout seul. Je ne sais pas si c'est normal. Autant je sais que sur certains APN avec un objectif, etc., c'est normal d'avoir un vignettage, mais là, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison ou pas? C'est peut-être moi qui dis des conneries, mais c'est logiciel, mais là, vous voyez en bas, vous n'avez rien. Puis là, il y a une sorte de vignette qui s'ajoute.
Pareil sur cette photo, c'est pas moi qui ai choisi d'avoir un vignettage autour. Et là, il est quand même vachement marqué. Donc je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Après voilà, quand vous faites des photos avec un premier plan, un second plan, j'en ai déjà montré d'autres, mais là c'est plus de jour. Ça va être assez net, ça va être propre, et puis derrière on va avoir un petit effet de flou, plus ou moins prononcé. Parfois quand c'est en frontal, c'est un petit peu trop marqué, vous allez avoir un effet de flou en arrière-plan qui est un peu trop marqué, mais grosso modo c'est assez bon, c'est assez bien géré. Bon alors après en vidéo, alors là je commence par une vidéo où c'est pas un bon exemple, parce que c'est un rendu qui n'est pas exceptionnel. Donc là par exemple les conditions sont pas si mauvaises que ça bouge un peu, j'avance, ça doit stabiliser, mais il fait quand même jour quoi, il y a de la lumière. Et vous ne le voyez pas forcément très bien, mais l'image elle tremble un petit peu, la stabilisation elle force un peu le trait. Sur un écran d'ordinateur, quand je l'ai regardé cette vidéo, je me suis dit putain c'est presque dégueulasse. Ça manquait peut-être un peu de lumière, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que je vais vous le montrer dans un instant, quand on filme par contre avec une très bonne condition de lumière, là ça devient intéressant. Donc là par exemple, j'ai filmé en étant à la montagne. C'est assez évident. Et j'ai voulu aussi tester la stabilisation. Et honnêtement, bah écoutez, oui, ça donne un peu la gerbe parce que je ne suis pas très doué, mais ça passe assez bien. La stabilisation est bonne, l'image est nette, il n'y a pas de souci de qualité. Là, vous n'entendez pas le son, c'est pas forcément intéressant. Ça soufflait pas mal, on l'entend forcément dans le micro, mais on entend quand même ma voix, c'était assez propre. Donc voilà, l'enregistrement d'ailleurs du son au niveau des voix est plutôt bon, c'est vraiment qualitatif. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Quand vous avez de la lumière, vraiment la qualité est super bonne. Vous filmez en 4K, vous êtes très bien. Moi je me vois très bien enregistrer plein de vidéos avec ce smartphone en 4K. Le son est bon, vous mettez sur un trépied éventuellement, et pas forcément parce que la stabilisation fait bien le boulot. Par contre, quand ça manque un peu de lumière, c'est un peu plus compliqué. En photo, vous l'avez vu, globalement, je suis très satisfait. Il y a juste quelques choix que Honor fait à notre place, des trucs automatiques à la con, des visages, des chiens, etc. Parfois, c'est un peu chiant, mais la plupart du temps, honnêtement, les choix qui sont faits sont bons. Et c'est quand même quelque chose, un rendu à la fin qui est exceptionnel, enfin qui est très bon. On va pas commencer à sortir des mots comme exceptionnel, mais voilà, c'est plutôt bon, c'est vraiment très bien. Et là, par exemple, vous voyez, la qualité, elle est quand même très bonne, également en vidéo, avec des bonnes conditions de luminosité, bien entendu. Bon, ce test dure depuis bien trop longtemps, mais ça me fait aussi plaisir de vous parler sur la longueur un petit peu comme avant. Pour terminer au niveau des performances, honnêtement, il n'y a rien à dire. Voilà, on a le dernier Kirin, le Kirin 980, il gère bien le bordel, ça tourne bien, j'ai pas de problème, toutes les applications passent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ça tourne parfaitement. J'ai comparé avec le View 10 au niveau des applications, des lancements d'applications, et ça change rien. Et pourtant, bien sûr, sur un Antutu, vous avez un score assez mortel là-dessus et beaucoup plus faible sur le View 10. Moi, aujourd'hui, je pense que la différence de génération à une autre, ça se fait pas beaucoup. Et sur les grosses applications lourdes, ça tourne de toute façon très bien. Par contre, là où ça devient vachement intéressant, c'est tout ce qui est autonomie. Donc comme je vous disais peut-être un petit peu que c'était assez bon, effectivement, l'autonomie sur ce smartphone est plutôt très bonne. Moi, je me retrouve avec quoi? 2 jours à l'aise sans le recharger et en l'utilisant. Vraiment pas de problème. La recharge est rapide, donc de toute façon, vous vous connectez et vous allez récupérer rapidement des pourcentages. Mais moi, ça m'arrive même, et ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire avec le View 10, donc j'ai pris l'habitude aussi. Mais le soir, parfois, si j'ai la flemme d'aller chercher le câble pour brancher, alors que c'est juste, franchement, ça me prend 5 secondes, j'ai pas de problème à ne pas le faire, parce que ce produit, en fin de journée, il peut être à 60%. Parce que aussi, je l'utilise pas forcément énormément, mais quand même, je l'utilise tout au long de la journée et il peut être à 60% en fin de journée. Et dans ce cas-là, je me dis, bon, c'est bon, il tient à l'aise le deuxième jour. Enfin bref, et c'est ce genre de petits trucs du quotidien, ça change tout. Enfin, c'est des détails, mais ça montre que voilà, vraiment, vous reprenez confiance dans l'autonomie de votre smartphone et c'est super agréable. Donc, si vous avez l'occasion de prendre un smartphone, que ce soit celui-là ou un autre, qui a une très bonne autonomie de ce type, avec une grosse batterie, mais que ça soit pas un smartphone qui soit une brique comme ça, sincèrement, un produit comme celui-ci, par rapport à l'autonomie, c'est vraiment très bon et ça fait vraiment plaisir. Bon allez, si on en finissait avec ce test.
Donc concrètement, niveau point positif, moi je trouve que le design est plutôt sympa, même si c'est pas super original parce que c'est dans la tendance, le design est quand même réussi. L'écran, je le trouve bien. Après, oui, j'aurais aimé de la MOLED, oui, j'aurais aimé un équilibre un petit peu plus sympa. C'est vrai que les contrastes sont pas très prononcés, mais grosso modo, franchement, on peut pas se plaindre. L'écran, il est quand même exceptionnel. Enfin, il est bon de toute façon. L'autonomie, là, par contre, je veux bien le dire, est exceptionnelle. C'est très bien. Là-dessus, c'est gros point positif avec la qualité photo et vidéo sur ce produit. Les performances sont très bonnes également. Et vous avez une grosse mémoire. Si vous prenez la version même 128, franchement, ça reste beaucoup de mémoire. 256, ça commence à être énorme et c'est vraiment agréable également. Et j'ai mes notes qui me tombent dessus. Côté points négatifs, là, c'est vraiment pour chipoter. C'est un produit qui n'a pas beaucoup de points négatifs. Maintenant, si je devais chipoter, parce que c'est mon job aussi, ça reste un grand smartphone. Ça reste un grand smartphone qui n'est pas toujours facile à manipuler. Il est haut, il est un petit peu lourd, 180 grammes. Donc, c'est pas un smartphone pour tout le monde. Si vous avez des petites mains, si vous n'avez pas envie d'avoir un truc qui prend beaucoup de place dans votre poche, moi, quand je le mets dans la poche de mon jean et que je m'assois, parfois, c'est assez gênant, donc je le sors de la poche. C'est ce genre de truc. C'est comme ça. C'est le problème de notre génération et de cette génération de produits qui sont énormes. 6 pouces, c'est normal, ça prend beaucoup de place, mais après, c'est un choix et vous savez que le produit est grand avant de l'acheter. Donc ça, c'est à vous de voir. Pas de résistance à l'eau, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il n'est pas certifié IP. Moi, je trouve ça dommage. C'est un des points, ça aurait été vraiment cool. Ça, plus, si nous mettez de la MOLED, parce que j'aime bien la MOLED, et ben là, on commencerait à avoir un truc vraiment costaud. C'est un très bon produit, attention, mais ça aurait été quand même sympathique, surtout qu'on est quand même dans un segment haut de gamme. Sinon, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de super excitant dans l'interface. Alors là, je suis encore mon chipoteur, mais j'aime bien faire ça. Voilà, d'un point de vue logiciel, très franchement, ces derniers temps, il ne se passe rien chez les constructeurs. Ça se passe chez les développeurs d'applications, très heureusement d'ailleurs, mais franchement, mis à part ce qu'il y a dans l'APN, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On a des trucs bien, mais c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Il n'y a pas de vraies innovations de ce point de vue. Et il y a le petit bug au niveau du capteur de proximité qui me gêne quand même. Je tiens à nouveau à le mentionner dans ces points négatifs. Et puis au niveau de l'APN, on a pas mal de petits gadgets, des trucs qui servent à rien. Et puis de temps en temps, des effets bokeh qui sont indésirables. Et puis de temps en temps, des effets de lissage de peau qu'on n'avait pas demandé. Bon bref, c'est de l'ordre du détail, mais je trouve que voilà, ça vaut le coup peut-être de doser un petit peu mieux ces petits éléments-là et puis d'aller rajouter d'autres choses ailleurs. Enfin bon, voilà, ça c'est encore une fois pour chipoter. Bon, pour résumer, c'est un excellent smartphone. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser au quotidien. L'autonomie qui est excellente, c'est vraiment un point très très fort. Il est performant, belle qualité photo et vidéo. Je prends une photo avec, je suis quasiment certain qu'elle sortira bien et c'est agréable, mis à part quand c'est des portraits, parfois c'est un petit peu exagéré. Mais bon, grosso modo, c'est très bien. Que dire de plus? C'est à peu près tout. Il y a peut-être 2-3, comme je disais, d'ajustements à faire pour le rendre parfait, mais au final, c'est un très très bon achat et je ne peux que le recommander aujourd'hui. Voilà, ce sera à peu près tout pour mon trop long test du View 20. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like par là, vous abonner si vous étiez désabonné parce que je publiais plus de vidéos, bande d'infidèles. Et puis voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!